Docteur Synapse. En décembre 2019, un nouveau coronavirus a été identifié comme cause de pneumonie à Wuhan, une ville de la province d'Hubei en Chine. Ce nouveau coronavirus, nommé ensuite Covid-19, s'est vite propagé dans le monde, entraînant une pandémie. Le 22 mars 2020, le nombre de cas était de 305 275, avec un nombre de décès de 12 942. On va tout d'abord essayer de comprendre ce que c'est que le coronavirus. Nous avons un tout premier coronavirus qui a été identifié en 2003, qui est le SARS, qui est l'abréviation en anglais de Severe Acute Respiratory Syndrome. C'est un virus qui s'est transmis d'abord de la chauve-souris vers la civette, vers l'homme, entraînant un taux de Fatality. de 9,6%. Nous avons aussi le MERS, identifié en 2012, qui est l'abréviation de Middle East Respiratory Syndrome, transmis de la chauve-souris vers le dromadaire, vers l'homme, causant un taux de mortalité impressionnant de 34%. Pour le nouveau coronavirus, Covid-19, appelé également SARS-CoV-2, probablement ça a été transmis de la chauve-souris vers le pangolin, vers l'homme. Le 30 mars 2020, le nombre de décès était de 35 035 et le nombre de patients diagnostiqués était de 740 235, ce qui équivaut à un taux de mortalité de 4,7%. Néanmoins, ce chiffre est surestimé, car beaucoup de patients ne sont pas diagnostiqués. On va essayer de comprendre pourquoi ce virus peut tuer. Garde à l'esprit que le Covid-19 aime les alvéoles. Imagine que quelqu'un d'infecté par le Covid-19 te tousse sur la figure. Le virus va passer par tes voies respiratoires et va se nicher de façon préférentielle au niveau des alvéoles. Petit rappel, les alvéoles sont constituées de deux types d'épithélium. 1. Les pneumocytes de type 1. Ces cellules assurent les échanges gazeux. D'un autre côté, on a les pneumocytes de type 2. Ces cellules de forme cubique ont pour rôle de sécréter du surfactant. Le surfactant permet de réduire la tension de surface du mucus pulmonaire dans les alvéoles. Pour faire plus simple, ça permet à l'alvéole de rester ouverte pour que les échanges gazeux se fassent correctement. Quand le Covid-19 arrive dans l'alvéole, que va-t-il se passer? Ce qu'il aime bien, lui, c'est les pneumocytes de type 2. Il va se lier spécifiquement, grâce à ces S-spikes, à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 des pneumocytes de type 2. Le Covid-19 rentre à l'intérieur du pneumocyte de type 2. Quand il sera à l'intérieur de la cellule, il va se multiplier. Comment? En utilisant le ribosome de la cellule, on aura une traduction avec synthèse de protéines et l'ARN polymérase permettra de produire d'autres ARN Covid-19. Les protéines plus l'ARN vont produire ainsi d'autres virus Covid-19. La multiplication du Covid-19 sera tellement importante que ça va exploser la cellule. Il y aura ainsi beaucoup de Covid-19 qui seront à l'intérieur des alvéoles. Vu que les cellules des pneumocytes de type 2 vont être lésées, on aura une libération de cytokines, ce qui va enclencher la machinerie inflammatoire. Plusieurs spartiates médiateurs de l'inflammation vont être synthétisés comme l'interleukine 1, le TNF-alpha et l'interleukine 6. Ces spartiates vont endommager le capillaire pulmonaire, entraînant le passage d'eau à l'intérieur de l'alvéole, ce qui entraîne un œdème alvéolaire. On aura alors une augmentation de la tension de surface, ce qui entraîne in fine un collapsus de l'alvéole. On aura alors une altération des échanges gazeux, ce qui entraîne cliniquement une dyspnée.
Cette inflammation très importante peut aussi altérer d'autres organes. Le cœur, le cerveau, les reins, le foie. Ces 4 organes sont reliés entre eux par les vaisseaux. À cause de cette inflammation importante, le corps peut passer à une autre étape, qui est le sepsis, voire le sepsis sévère, jusqu'au choc septique. Que se passe-t-il lors du sepsis? À cause en partie d'une sécrétion de NO, nous pouvons avoir une vasodilatation qui est assez importante et qui est systémique, ce qui entraîne une diminution de la résistance vasculaire systémique. Pour compenser, le cœur va augmenter son débit cardiaque, et cela pour stabiliser la tension artérielle, mais à un certain moment, nous allons avoir une diminution du débit cardiaque, associée à une diminution de la résistance vasculaire systémique, ce qui entraîne une hypotension artérielle. La tension artérielle, c'est égal au débit cardiaque fois la résistance vasculaire systémique. Vu que le rein ne sera plus assez bien perfusé, une insuffisance rénale aiguë, dans le choc septique, nous pouvons avoir une insuffisance hépatique aiguë. Et concernant le cerveau, ça se manifeste essentiellement par une altération de l'état de conscience. Comment se fait la transmission et quel est le temps d'incubation de cette saloperie? Imagine que ce bonhomme a le Covid-19. S'il tousse et que tu es à plus de 2 mètres de lui, tu ne risques rien. Mais si tu es proche de lui, tu risques de choper le Covid. Le temps d'incubation, c'est-à-dire que le temps qui passe entre l'exposition et le développement des symptômes, varie entre 2,2 à 14 jours, avec une moyenne de 5,1 jours pour développer des symptômes. Ce qui est aussi important est de classer la sévérité de l'infection à Covid-19. Un spectre de sévérité léger chez 81% des patients infectés par le Covid-19. Ils vont être soit asymptomatiques, c'est-à-dire aucun symptôme, ou une petite pneumonie, on va dire. Pour le stade sévère, c'est 14% des patients infectés. Ces patients présentent souvent une dyspnée, voire une hypoxie. Le spectre le plus grave est le stade critique, ça représente 5% des patients. Souvent, ils sont dans un état moche, insuffisance respiratoire, choc, dysfonction d'organes. Le dernier stade étant bien sûr le décès, à peu près 2,3% des cas. Gardez à l'esprit que ces stades peuvent évoluer, c'est-à-dire que léger peut passer à sévère, sévère peut passer à critique, et critique peut bien sûr décéder. Quels sont maintenant les symptômes? Tu peux être totalement asymptomatique, de la fièvre dans 89% des cas, fatigue 70%, toux sèche 59%, perte d'appétit 40%, myalgie 35%. Il y a certains patients qui décrivent également une anosmie. Concernant les complications, c'est de la dyspnée, évidemment, 31%. Ça se développe souvent 5 à 8 jours après le début des symptômes. L'ARDS, qui est le stade très avancé de la dyspnée. Nous pouvons également retrouver des problèmes cardiaques tels que l'arythmie, choc, lésions ischémiques. Les complications surviennent très souvent chez des patients présentant des facteurs de risque. Par exemple, un âge supérieur à 65 ans, le diabète et l'hypertension. La question qui se pose toujours, c'est qui frotter pendant cette pandémie de Covid-19? Bien évidemment, les patients présentant une insuffisance respiratoire avec tachypnée ou une saturation inférieure à 92%. Gardez à l'esprit qu'une saturation inférieure à 90% avec une FiO2 à 60% ou une fréquence respiratoire supérieure à 35, c'est une indication d'intubation, c'est-à-dire de soins intensifs. Également, les patients qui ont un âge supérieur à 65 ans avec des symptômes
respi ou de la fièvre. Les patients immunodéprimés avec des symptômes respiratoires ou fièvre. Les personnes présentant des comorbidités comme l'hypertension, des pathologies pulmonaires chroniques comme BPCO, le diabète, le cancer, associés à des symptômes respiratoires ou fièvre. Et pour finir, le personnel de soins de santé, avec un contact confirmé de Covid-19, associé à des symptômes respiratoires ou fièvre. Garde à l'esprit qu'en dehors des personnels du soin de santé, tous les patients que tu frottes, c'est des patients que tu veux hospitaliser. Pour faire simple, ne frotte pas les patients que tu fais rentrer à la maison. Maison égale pas de frottis. Qu'il soit positif ou pas, tu vas d'office l'isoler. Passons maintenant aux examens complémentaires. D'abord la prise de sang. Une diminution des globules blancs, avec une diminution des lymphocytes de façon importante et une procalcitonine qui est normale, est très suspect de Covid-19. La prise de sang permettra aussi de savoir si l'infection à Covid-19 est grave ou moins grave. Les critères de gravité étant l'augmentation des dédimères, une augmentation de CRP, une majoration des transaminases, augmentation de la ferritine, de la LDH, de la troponine, une insuffisance rénale aiguë, une augmentation du PT, mais aussi une augmentation de la procalcitonine. Fais aussi 2 hémocultures, le CK, un ému avec antigène Legionella et un ECG pour calculer ton QT corrigé. Le frottis est un RT-PCR Covid-19 qui a une sensibilité de 60 à 70% avec une spécificité qui varie entre 95 et 97%. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu frottes quelqu'un et qu'il est négatif, ça ne veut pas dire que tu exclus qu'il a un Covid-19. Il faut le refrotter. Mais si c'est positif, c'est super probable qu'il ait le Covid-19. Fais aussi une PCR grippe et RSV. Le scanner thoracique a aussi une place extrêmement importante dans le diagnostic du Covid-19, avec une sensibilité de 97%, mais une spécificité de 25%. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité des patients qui ont le Covid-19 auront un scanner positif. Mais beaucoup de patients qui n'ont pas le Covid-19 auront également un scanner positif. Par exemple, la grippe. L'anomalie au scanner la plus retrouvée étant le verre dépoli, essentiellement aux bases, bilatérales, périphériques et sous-pleurales. Nous retrouvons moins fréquemment du crazy paving et des consolidations, plutôt associées à un bronchogramme. Nous retrouvons rarement épanchement ou épaississement pleural ou adénopathie. Voici une image du verre dépoli, du crazy paving et de la consolidation. Voici le scanner thoracique d'un médecin de 50 ans qui se présente pour température et dyspnée. Ça, c'est du verre dépoli. Ici également, ici aussi. Toujours du verre dépoli. Encore. C'est partout, bilatéral, sous-pleural, périphérique. Tu vois maintenant que le verre dépoli s'accentue de façon importante au niveau des bases. Cette fois-ci, c'est un monsieur de 75 ans qui se présente pour dyspnée. Ici, tu vois du verre dépoli. Et les flèches en bleu, c'est plutôt du crazy paving. Et encore du verre dépoli associé à du crazy paving, mais en plus, consolidation. Sur les prochaines coupes, nous voyons un mélange de verre dépoli, crazy paving et consolidation. Ici, le crazy paving est bien plus important aux bases. Ça ressemble tout simplement à une route pavée. Un dernier petit cas. Donc c'est un monsieur de 70 ans qui se présente aux urgences pour toux, sèche et fièvre, dans le cadre de cette pandémie de Covid.
tu lui dis de rentrer à la maison. 3 jours après, il revient pour dyspnée, avec une saturation à 89%. À la radio de thorax, tu vois une consolidation des deux côtés et tu devines du verre dépoli associé. Ce patient avait à la prise de sang une lymphopénie, Covid-19 positif. Dernière partie, la prise en charge. Si tu as un patient Covid-19 positif ou suspect, quels sont les patients que tu fais rentrer à la maison? Si le patient a de la fièvre et ou fatigue et ou toux sèche, sans dyspnée, tu le fais rentrer à la maison et tu lui dis de contacter son médecin traitant. S'il ressent une difficulté respiratoire, il doit rapidement contacter le service des urgences ou son médecin traitant. Garde également à l'esprit que les patients présentant des facteurs de risque peuvent rapidement se dégrader. Les patients que tu gardes chez eux avec une incapacité de travail, tu leur donnes uniquement un traitement symptomatique. C'est-à-dire, par exemple, paracétamol s'il a de la fièvre, évite les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et tu lui dis de bien s'hydrater. Les patients Covid-19 positifs, quand est-ce qu'on va lever l'isolement? S'il n'y a pas de température sans utilisation d'antipyrétiques, associé à une amélioration des symptômes respiratoires et une RT-PCR négative à 2 reprises, avec 24 heures d'intervalle. Moi, je trouve que ces critères sont assez complexes. Si tu ne fraudes pas ton patient et que tu as un Covid-19 qui est plutôt suspect, il faut qu'il reste chez lui minimum 7 jours après le début des symptômes et qu'il ne sorte qu'après 72 heures après la diminution des symptômes. Quels sont les patients que tu gardes à l'hôpital? Pour faire simple, ceux qui ont besoin d'oxygène. Il existe certains médicaments, mais leur efficacité est incertaine. Il y a le Remdesivir, qui est utilisé uniquement aux soins intensifs. Il est contre-indiqué si les tests hépatiques sont supérieurs à 5 fois la normale ou que la clearance de la créatinine est inférieure à 30 voire 50. La chloroquine et l'hydrochloroquine ont également montré un certain effet bénéfique. Ne l'utilise qu'à l'hôpital, mais avant de l'instaurer, toujours voir le QT corrigé, parce que ces 2 molécules allongent le QT. L'hydrochloroquine peut se donner le premier jour avec 400 mg 2 fois par jour, puis à partir de J2 jusqu'à J5, 200 mg 2 fois par jour. Il existe également l'inhibiteur de l'interleukine 6, qui est en cours d'essai, et le plasma convalescent, c'est-à-dire le plasma d'un patient qui est guéri du Covid. Garde également à l'esprit que les patients Covid positifs à l'hôpital sont à risque de surinfection bactérienne. Et pour finir, je voudrais parler de la prévention, qui permettra, je l'espère, de faire disparaître cette pandémie. Se désinfecter avec une solution hydroalcoolique ou se laver les mains avec du savon. Quand tu es à l'extérieur de ton domicile, ne touche pas à ta T-zone, c'est-à-dire les yeux, le nez et la bouche. Respecte une distance de 2 mètres entre chaque personne et n'utilise pas de masque si tu n'as pas de symptômes. Mais le plus important est d'éviter les déplacements et de rester le plus possible chez soi. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.